quand Christine m'a proposé de venir présenter ici, c'était par rapport à un article que j'ai écrit l'hiver passé, juste un peu après que la loi au Québec soit passée. Je parlais un peu de la tension qui existe entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Et quand elle m'a proposé, il fallait que je trouve un titre provisoire. Je dis, je vais parler de la tension de principe entre les deux options de fin de vie. Et là, plus j'avançais vers aujourd'hui, plus je me disais, je ne sais pas si le titre est bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça que je veux parler. J'ai quand même fait la présentation, puis plus ça avançait, plus j'ai trouvé que le titre, c'est pas tout à fait ça que je voulais aborder. Et ça m'est venu la semaine passée quand j'ai donné un cours sur l'éthique en fin de vie à des étudiants de premier cycle en sciences infirmières, où mon discours, qui était davantage pro-soins palliatifs, passait un peu mal. Et je me disais, pourquoi ça passe mal comme ça? Pourquoi est-ce que les soins palliatifs ont ce petit revers-là envers l'aide médicale à mourir? Et là, je me suis dit, parce que je ne m'adresse pas au public correctement. Parce qu'eux voient peut-être l'aide médicale à mourir vraiment comme l'option, avec un gros L. Et je me disais, en même temps, c'est comme ça qu'on le présente un peu aussi dans les médias. Et donc, ça m'est venu de me reposer la question, est-ce que moi aussi, je suis en train de dire que l'option, c'est les soins palliatifs? Et oui, peut-être un petit peu. Donc, cette confrontation-là m'est arrivée, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de quelque chose qui les unit? Pourquoi ne pas parler des exigences éthiques qu'il faut respecter dans toute situation de fin de vie, que ce soit soins palliatifs ou aide médicale à mourir? Par contre, avant de pouvoir me lancer à parler des exigences éthiques à respecter dans toute situation, il faut quand même que j'expose mon point de vue, ma position. Je suis ni pour ni contre. Oui, mais je suis de background très soins palliatifs. La recherche en soins palliatifs, c'est ce qui me passionne. Mes expériences personnelles sont aussi au niveau des soins palliatifs, donc je suis très contre. Mais je suis aussi pour parce que je peux voir que dans certaines situations exceptionnelles, il pourrait y avoir un moment où l'aide médicale à mourir soit peut-être l'option à prendre. Donc, je suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme je dirais. Le but de ma présentation, c'est sûr que je vais vous proposer certaines exigences éthiques en fin de vie. Il y en a d'autres, je ne pense pas tous. Mais je vais aussi vous présenter certaines définitions, des fois contraires, des fois parallèles, de certains principes que l'on aborde lorsqu'on est en fin de vie. Et je pense que ça va rejoindre un petit peu ce que Mélanie disait tout à l'heure. Et donc, dans le fond, si vous pouvez partir d'ici avec... J'ai semé la graine d'une certaine réflexion personnelle, professionnelle, sociale sur les exigences éthiques en fin de vie, puis je vais avoir accompli un petit peu ma mission. Quelles sont ces exigences éthiques que je vais aborder? La dignité, l'autonomie, la justice et l'équité, les interdits fondamentaux et leur transgression. Puis ensuite, je vais aborder, dans le cadre de ma présentation, quelques pistes de réflexion. Je vais vous proposer des questions de réflexion et une suggestion de réponse à comment est-ce qu'on devrait agir lorsqu'on entend quelqu'un demander une aide médicale à mourir ou une demande à mourir. Parlons de dignité. Qu'est-ce que ça veut dire, dignité? On l'entend partout. Partout. C'est le mot à la mode. Avant, je pense que c'était résilience. Maintenant, c'est dignité. On l'utilise à toutes les sauces, que ce soit pour l'aide à mourir, au nom de la dignité de la personne, contre l'aide à mourir, au nom de la dignité de la vie humaine. Vraiment, pour toutes les positions possibles, la dignité est là. Donc, moi, j'aborde les dignités. Et dans le cadre de mon article, je me questionnais, qu'est-ce que c'est la dignité? Et dans les auteurs contemporains, dans le discours contemporain,
on a comme un peu 3 types de dignité que l'on aborde de façon constante. On a la dignité ontologique, la dignité d'essence et la dignité liberté. C'est bien beau tout ça, mais en même temps, il me semble que moi, je suis une personne qui est très visuelle. J'ai besoin de quelque chose de plus cohérent, plus terre à terre. J'ai trouvé Éric Fiat, un philosophe français, il utilise l'humour beaucoup dans ses écrits, mais aussi quand il parle. Et il a parlé dans le cadre du Congrès international des soins palliatifs en octobre passé, et je l'ai adoré. Je trouvais que ça faisait le pont entre ce qu'on lit souvent, entre ces 3 types de dignité-là, et ce que lui appelle l'historique de la dignité, soit dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans l'histoire de la vie sociale. Et lui, il aborde 5 types de dignité, dont 4 vont faire l'objet de la conférence. Il y a la conception bourgeoise de la dignité, la conception kantienne, la conception relationnelle et la conception moderne. Comme je vous disais, lui, il en aborde 5. Il y a la conception monothéiste, mais je ne me lancerai pas là-dedans parce que ça ne faisait pas tout à fait le lien avec les autres types de dignité que l'on parle actuellement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un parallèle entre les conceptions d'Éric Fiat et les types de dignité de Rico. Je pense que la conception bourgeoise et la dignité d'essence sont pas mal semblables. Et c'est là-dessus qu'on va commencer parce qu'on va suivre l'histoire. La conception bourgeoise ou dignité d'essence, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'élégance, une image de soi que l'on projette qui épargne aux autres le spectacle de nos propres mots. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire de ne pas être un poids pour quelqu'un. C'est... C'est d'avoir une posture, d'avoir une élégance, d'être peut-être pas souillé. Dans mon cas, ça serait ça. C'est associé à l'image de soi que l'on projette aux autres. C'est notre tenue, c'est notre état, notre position dans la société. Et Éric Fiat dit la conception bourgeoise. Pourquoi? Parce qu'on se transpose dans les années 1500, où on avait les bourgeois qui devaient travailler fort pour se tenir droit, très droit, un bâton qui passe, qui devaient porter du blanc plus blanc que blanc, qui devaient bien se tenir, bien parler, au bon moment. Donc, c'est un petit peu l'image que ça a, la dignité d'essence. C'est accessible à tous, ou presque. On se transpose encore dans ces années-là. On a les nobles qui, de par leur naissance dans une famille noble, sont dignes. On a les bourgeois qui doivent travailler, eux, et qui doivent travailler tout le temps quand ils sont à l'extérieur pour montrer qu'ils sont dignes. Peut-être pas aussi dignes que les nobles, mais ils sont dignes pareil. Et on a les paysans qui, eux, moins fortunés, doivent travailler très fort sur leur terre, donc n'ont peut-être pas les mains manucurées comme on voudrait, qui portent peut-être pas du linge aussi bien mis qu'on le voudrait, donc ils sont moins dignes. Et on a aussi ceux qui sont indignes, de par leur agissement, de par leur comportement, de par un état de la société qui fait qu'ils sont nés comme ça, étant moins dignes. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on le voit. Et si on est capable de le voir, la dignité, si on est capable de la voir comme ça chez une personne, c'est qu'on est capable de la juger, on est capable de la mesurer, on est capable de l'évaluer en fonction de normes sociales qu'on établit. Donc, le comportement, la tenue, l'habillement, et ainsi de suite. Et c'est pas équitablement réparti dans la société. Puis, tantôt, je vous disais les nobles, les bourgeois, les paysans, les indignes. Donc, c'est quelque chose qui est hiérarchisé quand même. Et si on est capable de la mesurer, de l'évaluer chez quelqu'un, c'est qu'on est capable de dire que quelqu'un a perdu sa dignité. Donc, si je vois un ivrogne qui marche dans la rue, habillé pas proprement, je vais dire « Ah, oh, regardez cet ivrogne, il a perdu toute dignité. » Ou il est totalement indigne.
Donc, c'est un peu ce visage-là de la dignité que l'on peut juger et qui est extrinsèque. Ensuite, on a la conception kantienne et la conception relationnelle, que je vais mettre ensemble. Premièrement, parce que Éric Fiat les montre comme étant, bon, dans l'histoire, Kant est arrivé avant M. Hegel. Et donc, mais ils se suivent de très très près dans l'histoire. Et selon Éric Fiat, les deux conceptions peuvent être complémentaires. Et sont complémentaires, je vais vous montrer pourquoi. Je les associe avec la dignité ontologique. Donc, Emmanuel Kant, qui est dans les années 1700, a écrit beaucoup, on le connaît tous, c'est un grand philosophe allemand. Il a écrit beaucoup des écrits très critiques de la société, oui, sur la raison, ainsi de suite. Et je ne vous étonnerai pas qu'il ait également écrit sur la dignité. Il a dit, les choses ont un prix, mais l'homme a une dignité, laquelle dignité ne comporte ni degré ni parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons, ni degré. Tantôt, on pouvait mesurer la dignité. Je lui ai dit, on n'est pas un peu digne, on n'est pas plus digne que quelqu'un d'autre. On est soit digne ou on ne l'est pas. Et ce qu'il dit, qui est plus fondamental, c'est que tous les hommes le sont, de par leur nature humaine. Lui, il parle de raison. Toute personne qui a la raison, tout être de raison est digne. Et l'homme est digne. Il parle de raison beaucoup dans ses écrits de dignité pour faire le rapport entre l'homme et l'animal. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Mais lui, il dit, tous les hommes sont dignes. Et donc, si tous les hommes sont dignes, je ne peux pas mesurer la dignité de quelqu'un d'autre comme je pourrais évaluer économiquement mon téléphone cellulaire. Je sais comment il vaut. Est-ce que je sais la dignité de quelqu'un d'autre vaut comment? Non, je ne peux pas, parce que c'est interne, c'est intrinsèque. Ensuite, il dit ni parti. Par ni parti, ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas soutirer, c'est pas parce qu'une personne manque de conscience, est dans un état d'inconscience, qui est moins digne. C'est intrinsèque, c'est intérieur à l'homme, et donc, on ne peut pas lui enlever par la maladie ou l'handicap. C'est pas parce que je suis plus capable de me déplacer comme je faisais avant que je suis moins digne. Parce que c'est interne. C'est plus profond que seulement l'apparence physique. Donc, selon la conception kantienne, la dignité, ça ne se mesure pas. C'est inconditionnel, c'est absolu, et c'est intrinsèque. Ce qui fait une grosse différence avec la conception bourgeoise de tout à l'heure. La conception relationnelle, c'est Georges Hegel, qui est arrivé tout juste après Emmanuel Kant, qui était également un philosophe allemand, fin 1700, début 1800. Et il a dit cette phrase, ce n'est donc pas la reconnaissance qui fait la dignité, mais elle l'accomplit. Ce pourquoi c'est complémentaire, c'est qu'il aborde la dignité un peu à la Kant. Il n'y a personne qui peut faire la dignité, il n'y a personne qui peut me donner ma dignité ou me la soustraire. La dignité est intrinsèque à l'homme. Mon bébé de 4 mois, elle ne sait peut-être pas qu'elle est digne, mais elle est digne. Et tout le monde regarderait mon bébé en disant qu'elle est digne, même si elle fait des bruits et elle se comporte de manière peut-être indigne dans les années 1500. Mais ça fait partie de elle, elle est digne, et plus ça va avancer dans la vie, plus elle va reconnaître elle-même sa propre dignité. Et la reconnaissance passe par autrui. Et c'est pour ça que c'est une conception relationnelle. C'est qu'on a besoin de l'autre dans la dignité. On a vraiment besoin de l'autre pour nous montrer que nous sommes dignes. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas digne si quelqu'un nous montre qu'on est indigne. Donc, la reconnaissance est importante. Nous sommes tous des êtres relationnels. On est tous en relation avec différentes personnes, une famille, une société, collègues de travail. La reconnaissance de la dignité est essentielle et passe par les autres. Et c'est le sentiment de dignité qui peut être atteint d'un côté ou de l'autre.
C'est-à-dire que quand j'arrive... Donc, c'est la reconnaissance qui procure ce sentiment de dignité-là. Donc, plus ça va avancer dans la vie, plus ma fille, par le regard qu'on lui porte, par l'attention, par l'amour qu'on lui porte, va reconnaître son propre sentiment de dignité. Du même côté, une personne qui est en fin de vie peut sentir peut-être que sa dignité est mise à rude épreuve. Mais par un regard, par la grâce d'un geste, on peut lui montrer encore qu'elle peut avoir de la dignité. C'est son sentiment à elle qui est en train d'être atteint, et non pas sa dignité. Et c'est la différence que cette conception-là nous apprend. Donc, faire un topo, cette façon de voir la dignité-là, c'est une façon intrinsèque. On ne peut pas y toucher, on ne peut pas la mesurer. Quand on en serait conscient ou pas, la dignité est présente chez l'homme. On ne peut se soutirer sa dignité, tout comme on ne peut en ajouter ou se le faire soutirer par quelqu'un d'autre. Ça s'actualise par les relations sociales. Et voilà, on ne peut la perdre. C'est le sentiment de dignité que l'on peut perdre. On voit aussi la conception ontologique dans différents écrits légaux, comme la Déclaration des droits de l'homme ou la Charte des droits et libertés, où on dit que, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Donc là, c'est équitable. Il n'y a pas quelqu'un qui est lésé là-dedans. Tout le monde qui fait partie de la famille humaine est digne. Tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité. Encore une fois, c'est équitable. Et on le reconnaît à tous les êtres humains. Donc, ça fait un petit peu partie de cette conception ontologique-là qui est encore présente aujourd'hui. Et finalement, si l'on aborde la conception moderne ou la dignité-liberté, vous allez voir un petit peu des rapprochements dans notre société actuelle. Éric Fiat dit qu'il y a deux passions dans la société moderne qui sont un peu à contre-courant. Premièrement, on a la dignité comme un bien commun. C'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est quelque chose qui est équitable, inaliénable, on ne peut pas l'enlever. On se rappelle ce que je viens de dire, les chartes des droits de l'homme, et ainsi de suite. Donc, c'est encore en vigueur aujourd'hui et on pense tous comme ça. On veut tous être égaux. On se bat pour l'équité entre les hommes et les femmes. On se bat pour l'équité dans les relations sociales, de travail. On veut tous être égaux et on se reconnaît comme étant dignes. Tous autant que chacun. Qu'on soit une personne qui ait une maladie, je suis aussi capable, aussi digne que la personne qui n'en a pas. Et en ce moment, dans notre société, c'est ça. On est une nation démocratique. On se bat pour la démocratie de tous un chacun. Mais en même temps, on voit la dignité comme une maîtrise de la nature. On veut tout maîtriser. On veut maîtriser notre corps, on veut maîtriser la nature, l'environnement, on veut maîtriser tout ça pour préserver un peu ce sentiment de dignité. Et donc, si on voit la dignité comme un synonyme de la maîtrise de soi, de l'indépendance, de l'autodétermination, de l'autonomie absolue, alors on oublie une chose, c'est qu'il y a de la nature en nous qu'on n'est pas capable de maîtriser. Et donc, la maladie et la mort sont des processus qui engendrent une certaine perte de maîtrise, qu'on le veuille ou non. Donc, est-ce que cette perte de maîtrise est une indignité? Il semblerait que oui, selon plusieurs fervents de l'euthanasie. Si je suis plus en mesure de décider par moi-même de quand je veux mettre fin à ma vie, alors je serai indigne. Et donc voilà, en même temps on dit que c'est un bien commun, mais en même temps on dit que si on n'a plus la maîtrise de soi, on est indigne. Donc
il y a une petite incohérence ici. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est en train de revenir en arrière? Est-ce qu'on est en train de revenir à une façon de voir la dignité qui ne serait pas mesurable, jugeable, évaluable, hiérarchisée en fonction de notre niveau d'autonomie et d'indépendance dans la vie, comme on l'était dans le temps de la société bourgeoise? Et c'est difficile parce qu'en même temps, on veut reconnaître toutes les différences dans notre société comme étant équitables. Et du même coup, on se bute contre cette maîtrise du corps, de la parole, de notre conscience, de nos sphincters. Tout ça doit être maîtrisé. Et lorsqu'on ne l'a plus, on est indigne. Passons maintenant à l'autonomie. Ou les autonomies, c'est à vous de voir. On parle souvent de l'autonomie individuelle. Et nos lois sont faites en fonction de cette autonomie-là. Il faut dire que c'est un principe qui a été mis de l'avant dans un moment où il fallait vraiment qu'il soit mis de l'avant et je ne contesterai pas que l'autonomie du patient est très importante. Par contre, j'ai l'impression qu'on oublie nos petites figurines en noir quand on parle seulement de l'autonomie du patient. Et je vais vous présenter l'autonomie relationnelle en comparaison. Donc, l'autonomie individuelle, ça a été issu de la bioéthique médicale américaine. Dans les années 70, on se rend compte qu'il y a des problèmes en recherche parce que les médecins, un peu, inscrivent leurs patients dans les recherches sans nécessairement leur en parler. Donc, il y a naissance de la bioéthique reliée à ces problématiques-là. Et on se dit, ben là, attendez, là, il faudrait peut-être qu'on les avise, il faudrait peut-être qu'ils aient le droit de décider s'ils veulent faire partie des recherches. Et donc, le principe, c'est un peu basé sur le principe d'autonomie où j'ai le droit de décider par moi-même de ce qui est bien pour moi ou ce qui ne l'est pas. Plus ça avance, on a les droits à l'inviolabilité, on a le consentement aux soins qui prend naissance dans les mêmes eaux, 70, DAC 80. Et tout ça basé sur ce principe d'autonomie-là. J'ai le droit de décider par moi-même de ce qui est bien ou de ce qui est moins bien pour ma vie et je sais, moi, où est-ce que je veux mener ma vie. Donc, je suis la meilleure placée pour décider de ça, ce qui est vrai. En même temps, c'est un peu basé sur l'individualisme. C'est de voir la personne comme étant une île déserte, un peu. C'est un peu égocentrique de voir ça comme ça, parce que si je suis la seule et unique à pouvoir prendre ma décision comme je le veux, quand je le veux, il y a un peu d'égocentrisme. Je dirais même de l'autarcie, mais je vais y revenir. Et c'est un petit peu là-dessus que les principes sur l'aide médicale à mourir sont apparus, sur le principe d'autonomie. J'ai le droit de disposer de moi quand je le veux, où je le veux, avec qui je le veux quasiment. Et c'est un peu coercitif, parce que si je peux décider ça, ça veut dire que ça implique que quelqu'un d'autre puisse mettre fin à ma vie et doivent mettre fin à ma vie. Donc, dans la loi québécoise, c'est que le médecin, il peut faire objection de conscience, mais il doit trouver quelqu'un d'autre par la suite pour faire ce soin-là. Donc, il y a un peu de coercition ici. Et je dirais même, bon, de l'autarcie, c'est de se voir justement comme une île déserte, coupée de tout. Mes décisions ne m'appartiennent qu'à moi et n'ont d'impact sur personne. Il y a une question. Est-ce que ça n'a vraiment pas d'impact sur personne, nos décisions? Comment on prend nos décisions? Est-ce qu'on les prend vraiment seuls? Et qu'est-ce que c'est seul? Donc, il y a l'autonomie relationnelle qui est apparue en critique de l'autonomie individuelle par le mouvement critique féministe. Il y a plusieurs écrits et je vous le recommande beaucoup d'aller lire ce principe-là puisque ça nous fait poser des questions justement sur l'individu, sur le rapport de soi avec les autres. C'est basé sur la dimension relationnelle de l'être. Je suis
interdépendant des autres. Et je ne suis donc pas seule à prendre ma décision. Blondeau suggère 3 considérations à prendre en compte quand on parle d'autonomie. C'est que l'autonomie inclut ontologiquement l'autre. Donc, je ne suis jamais seule. Je suis dans un groupe social, dans une famille élargie, dans un environnement de travail, dans une société québécoise, canadienne, mondiale. Donc, on n'est comme pas tout seul. On n'est donc pas tout seul. On a toujours des liens alentour de nous, ce qui représente bien mes petits bonhommes et mes petites lignes alentour. L'autonomie s'exerce avec les autres. Quand je prends une décision, quand je délibère à l'intérieur de moi-même, je le fais quand même avec les autres. Du fait que j'ai des valeurs. Du fait que j'ai déjà eu cette conversation-là avec quelqu'un d'autre, puis lui, il pensait comme ça. Du fait que j'ai des expériences qui sont passées. Ah, j'ai déjà vu cette personne-là, elle est décédée de cette manière-là, ça avait bien été. Ou l'inverse. J'ai lu des choses. C'est jamais seul. Donc, le principe de solitude, il faut le revoir un petit peu. Est-ce que je prends vraiment ma décision seule ou est-ce que je la fais de façon accompagnée? Ça peut être dans ma tête, mais je suis quand même accompagnée de tout ce background-là qui me précède. Et c'est de voir que l'autre fait déjà partie de moi. Comme un enfant naît de parents, donc on lui transmet des valeurs, on lui transmet des croyances, des choses comme ça. Donc, l'autre fait déjà partie de soi. Et l'exercice de l'autonomie, est-ce que ça a un impact ou pas sur les autres? Oui. Parce que même si n'importe quelle décision que je vais prendre, ça va avoir un impact. Sur mon environnement social, mon environnement culturel, mon environnement de travail. Il y a toujours quelqu'un qui est impliqué ou non de la décision que je vais prendre. Et ça, il faut le garder en compte. Et c'est ce que je pense qui est peut-être perdu un peu lorsqu'on parle d'autonomie individuelle absolue. Quand j'ai écrit mon article, quand je lisais justement sur l'autonomie relationnelle, je me suis dit, mais comment est-ce que les décisions de fin de vie impactent justement le réseau social? Et quand on parle de soins palliatifs, Mme Vachon en a parlé tantôt, les soins palliatifs accompagnent les proches dès le départ. Et par la suite, après le décès, encore. C'est très, très, très reconnu que l'accompagnement doit faire partie des soins palliatifs. Est-ce que c'est la même chose au niveau de l'aide médicale à mourir? Les auteurs disent, oui, on le reconnaît, c'est super important. Nos amis européens qui ont de l'expérience. Oui, c'est super important, sauf qu'il y a quelque chose. On ne peut pas toujours en parler avec la famille. On ne peut pas toujours les accompagner comme on voudrait parce que ça reste la décision du patient. Et dans notre loi aussi, c'est ça. On dit que la personne peut prendre la décision seule. Oui, elle peut en parler si elle le désire, mais elle peut la prendre seule. Et donc, est-ce que l'accompagnement est un petit peu teinté? Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce qu'il aurait pu être amélioré? J'ai ensuite cherché des études qui abordaient l'impact social d'une mort assistée, soit par euthanasie, soit par suicide assisté. Et j'en ai trouvé 3 seulement. Une en 1995, qui avait été faite à partir de personnes qui étaient décédées du sida. Une 60aine de personnes qui sont décédées du sida. Leurs proches immédiats, souvent conjoints, avaient participé à l'étude par la suite, un an et demi après. Et dès 60, il y en avait 11 qui avaient utilisé une mort assistée. Et dans leur étude, ils abordent justement l'impact de cette mort assistée-là chez
chez les proches des personnes qui sont décédées du suicide. Ce qu'ils se rendent compte, c'est qu'à un moment ou à un autre du processus de mort assistée, les proches auraient voulu dire « Stop, je peux-tu avoir 2 minutes là, pour m'exprimer? » Mais ils n'ont pas le droit. Il n'y a pas eu cette offre-là. À un moment donné ou à un autre, ils ont voulu dire « Est-ce qu'on peut repousser un petit peu la date limite? J'aimerais ça avoir plus de temps. » Mais ils ne peuvent pas dire ces choses-là pendant que le processus est en train de se faire. Donc, ce qu'eux ils disent, c'est que les proches n'ont pas été tenus en compte et ça, c'est difficile par la suite pour le deuil qui doit se faire. En 2003, et là, c'est une étude néerlandaise, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ils ont évalué des proches de personnes qui sont décédées de cancer avec mort assistée ou sans mort assistée. Donc, presque 200 personnes avec mort assistée et 300 quelques personnes sans mort assistée, donc une mort naturelle. Et ils se disaient, est-ce qu'il y a un impact sur le deuil qui est à venir? Et ce qui ressortait, c'est que l'avantage, je dis bien un avantage, point d'interrogation, avec la mort assistée, c'est qu'on sait quand. C'est la limite là, c'est la limite où est-ce que je peux dire mes adieux, où je peux dire n'importe quoi. Tandis qu'une mort naturelle, je ne sais pas, peut-être qu'il va être encore là demain, peut-être qu'il sera encore la semaine prochaine, j'ai-tu encore un peu de temps? La limite de cette étude, c'est que ceux qui ont les proches qui ont rempli les questionnaires et qui ont fait des entrevues avec les chercheurs de mort assistée, c'était des cousins, des amis. Alors que ceux qui étaient par mort naturelle, c'était les proches aidants. C'était le conjoint, la conjointe. Donc là, en même temps, on peut dire, oui, mais qu'est-ce qu'en pense le proche? Qu'est-ce qu'en pense le conjoint, la conjointe de cette mort assistée-là? On ne le sait pas. Mais bon, ça nous dit quand même que le fait de pouvoir mettre une limite temporelle à la mort, ça nous permet de dire, bon, ben, il faut que je vide mon sac avant cette date-là. Ce qui est moins possible, peut-être, avec la mort naturelle. Ensuite, une étude qui a été faite pour comprendre l'effet psychologique du suicide assisté sur les membres de la famille. C'est l'étude de Wagner et al. En 2011. Et ce que ça montre, c'est qu'il y a une désapprobation sociale de la mort assistée encore. Et donc, les gens ne veulent pas nécessairement en parler. Et donc, s'ils n'en parlent pas, ils vivent un isolement par la suite. Et s'ils en parlent, ils ont justement le regard des autres. Ah ouais, puis tu as accepté ça. Donc, ils doivent faire un deuil. Le deuil est compliqué par le regard d'autrui qui est désapprobateur. Donc, il y a peut-être eux autres qui suggèrent d'en parler au niveau de la société, mais aussi qu'il faut accompagner les gens. Il ne faut pas qu'ils se sentent seuls par la suite. Parce qu'après, quand tu quittes l'établissement, d'Imitas ou Exit en Suisse, alors quel est l'accompagnement que tu reçois? Et c'est leur grande conclusion. Comment on pourrait améliorer l'accompagnement? Là, ces 3 études-là, moi, je me suis dit, bien, j'arrive pas à croire qu'on n'a pas plus de données que ça sur l'impact social de l'euthanasie, du suicide assisté, et qu'on soit en train de déjà discuter d'élargir nos critères. Donc, il faut vraiment qu'on poursuive la réflexion et qu'on fasse des études, même chez nous, sur cet impact-là. Passons à la justice et l'équité. Justice géographique et accessibilité aux soins de santé de qualité, c'est un gros point et ça me fait frissonner à chaque fois. Moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a une grosse différence avec Montréal. On n'a pas nécessairement les milieux aussi surspécialisés qu'à Montréal, dans mon coin de pays. Et on a, c'est grand le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est très grand. Et si on veut avoir accès à un milieu de soins spécialisé en, par exemple, une maison de soins palliatifs,
des fois, il faut se délocaliser ou délocaliser notre famille. Alors moi, ça me pose la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence où est-ce qu'on habite au Québec, je parle juste au Québec, mais pas au pays, mais au Québec, sur l'accessibilité à nos soins de santé, que ce soit aide médicale à mourir ou soins palliatifs. Premièrement, quelle est la promotion que l'on fait de tous les soins de santé? Mon directeur a fait une recherche rapide à un moment donné sur le site web du Devoir. Savoir, soins palliatifs. Qu'est-ce qui ressort quand on tape soins palliatifs? Et 97% des cas, dans le Devoir, on retrouvait l'aide médicale à mourir. On ne parle pas de soins palliatifs ici, pourtant la loi fait la distinction entre les deux, très clairement. Et c'est donc au niveau médiatique, on offre une très grande place à l'aide médicale à mourir. Et dans les gros titres qu'on va voir, c'est il n'a pas reçu, pourquoi n'a-t-il pas reçu l'aide médicale à mourir? Est-ce une injustice? On voit ça, c'est très, très présent dans les titres actuels. Est-ce que la loi disait qu'il faut qu'on privilégie les soins palliatifs partout et de qualité? Est-ce le cas un an plus tard? Est-ce qu'on est rendu là? Ou est-ce qu'on a mis de l'avant beaucoup plus un accès à l'aide médicale à mourir partout au Québec? Et ça, c'est important. Dans tous les établissements, on doit l'offrir. Alors qu'on n'offre pas toujours des soins palliatifs. Et donc, ça pose question. Il y a ensuite la situation des soins palliatifs dans les milieux ruraux ou urbains. Comme je vous le disais, c'est pas tellement facile. On a le choix de relocaliser notre famille pour avoir des soins palliatifs de qualité ou mourir à la maison. C'est dur. Des fois, les proches ne sont pas en mesure. Ou avoir l'euthanasie, pas très loin de chez moi. Bon, des fois, on va prendre l'option qui est la plus facile, qui est la moins dérangeante pour nos proches. Et ça, c'est de se dire, est-ce que c'est juste et équitable? Parce que des fois, les gens n'auraient pas pris peut-être cette décision-là s'il y avait eu des soins palliatifs de qualité près de chez eux. Et il y a aussi l'accès, l'indépendance des médecins. Et ça, c'est beaucoup, dans les grands centres urbains, trouver un médecin, 2 médecins, ça peut être peut-être plus facile. Par chez nous, on se connaît. Et on se connaît tous. Donc, est-ce que nos médecins sont vraiment indépendants dans les cas? Et est-ce que, lorsqu'ils ont administré un aide médicale à mourir et que ça c'est, est-ce qu'ils sont étiquetés par la suite comme étant celui que l'on doit aller voir si on veut recevoir l'aide médicale à mourir? Et c'est des choses que l'on voit dans les régions. Donc, ça, c'est des questions qu'il faut se poser en tant que société. Si l'on passe aux interdits, les interdits fondamentaux et leurs transgressions, toute société démocratique a quand même des interdits. Par exemple, c'est interdit de tuer quelqu'un. Sinon, quelle société on aurait? Si je décidais, moi, que je n'aime pas telle personne, ça ne marcherait pas. Alors, on a un interdit qui est « tu ne tueras point ». Tout le monde connaît. Et cet interdit-là, en fin de vie, ça s'appelle l'euthanasie. Il y a la question de est-ce que le geste que je vais poser va causer, donc la notion de causalité, va causer la mort. Et il y a la notion d'intentionnalité. En fin de vie, c'est sûr que l'intention, ça part de soi. Donc, il y a seulement la personne qui fait le geste qui peut le savoir vraiment c'est quoi son intention. Mais en fin de vie, l'intention, c'est de soulager les souffrances en donnant la mort. Sauf que, est-ce qu'on doit... Moi, la grosse question à chaque fois, c'est est-ce qu'on devait faire une loi par rapport à ça pour accéder à tuer quelqu'un? Je sais pas, on aurait peut-être pu faire autrement, mais les écrits nous disent que l'exception à ces interdits fondamentaux-là doit venir de notre conscience morale.
Si notre conscience dit que c'est la seule et unique chose qui peut être faite pour l'épanouissement, pour aider la personne, et que c'est un geste d'exception, et le mot exception est vraiment important, alors peut-être que c'est le bon geste à poser si on est prêt à en subir les conséquences de notre morale, de notre conscience, parce que quand même que ça serait de l'aide médicale à mourir, qu'on comprenne ça comme un soin, c'est quand même mettre fin au jour d'une personne, et donc de tuer quelqu'un. Si notre conscience est capable de le prendre, et qu'on est capable de vivre avec tout le reste de notre vie, et qu'on est capable de subir les conséquences sociales, disciplinaires, professionnelles, qui viennent avec, alors peut-être que ce geste, l'interdit peut être transgressé. Donc, c'est un peu ce qui ressort un petit peu de quand on lit Boyer. J'ai des pistes de réflexion à vous proposer. Donc, c'est quoi notre signification de la dignité? Ça peut être une question qu'on peut se poser de manière personnelle, de manière familiale, qu'on doit ouvrir la discussion à un niveau social. Est-ce qu'on est en mesure de juger de la dignité d'une personne? Oui ou non, selon ce que je vous ai expliqué plus tôt, ça nous cadre un petit peu sur quel type de dignité on penche. L'âge, la maladie, l'handicap, est-ce que c'est des choses qui nous font perdre notre dignité ou est-ce que ça nous fait perdre notre sentiment de dignité? Quelle place accordons-nous aux autres dans notre prise de décision? Est-ce que ma décision est unique à moi, est individuelle, ne touche à personne, ou est-ce que c'est une décision qui implique d'autres personnes, qui implique que je sois conscient que ça implique d'autres personnes? Est-ce qu'on réfléchit suffisamment aux impacts et aux conséquences de nos décisions sur les autres? Ça, c'est une question que je pose à la société en entier. À quel moment ma décision devient-elle la décision de l'autre? Et les choix de soins de fin de vie sont-ils équitables et accessibles pour tous? La loi est-elle souveraine au dialogue éthique et à la conscience morale? Et ça, c'est un peu... je trouve qu'on parle beaucoup de la loi et de son application. Et c'est un peu... C'est drôle parce qu'à la fin de mon discours la semaine passée avec les étudiants, j'ai une étudiante qui m'a posé la question, oui, mais Émilie, s'il y a une loi, puis que la personne en avant de moi répond à ces critères-là, a le droit. Là, je me disais, oui, mais ça ne veut pas dire que parce qu'elle a droit, qu'il faut que je me lance 2 pieds dedans. Et il y a cette mentalité-là, je ne sais pas si c'est une mentalité sociale, c'est une mentalité qui est... Oui, nos jeunes pensent comme ça, mais parce que notre société leur montre que c'est ça. Et donc, il faut qu'on en discute un peu ouvertement. Et comme je me plais à le dire, c'est pas depuis 2015 qu'il y a quelqu'un qui arrive et dit « J'en peux plus, je veux mourir ». C'est comme ça existe depuis le début de l'humanité. Des fois, les souffrances sont telles qu'on veut décéder, on veut mourir. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut être soulagé? Donc, je pense qu'une demande à mourir doit être vue, premièrement, comme un appel à l'aide, comme un appel à de l'amour, à une reconnaissance. Et donc, notre première réponse en tant qu'intervenant ne devrait pas être « Ah, elle répond à tous les critères, donc oui, je peux lui donner l'aide médicale à mourir parce que c'est ce qu'elle me demandait. » Mais plutôt de dire « Je vais écouter. Je vais m'asseoir avec elle pour écouter, pour prendre le temps, pour être présent en oubliant les autres choses qui sont alentour de moi, pour être présent de manière authentique auprès de la personne qui est en souffrance et essayer de reconnaître toutes les souffrances physiques, psychologiques, familiales. Écoutons-la, savoir qu'est-ce qui nécessite de mourir, de respecter la personne dans son intégralité
Et donc de reconnaître qu'elle est digne, qu'elle porte une dignité qui est reliée à son humanité, de la regarder, de lui offrir un geste qui montre que je reconnais sa dignité, de développer un dialogue. Et un dialogue, parler avec les gens, c'est quelque chose qui est difficile. On n'a pas tous les mêmes points au niveau du vocabulaire. Les mots qu'on utilise ne veulent pas dire les mêmes choses. Et donc, ça prend du temps pour développer du dialogue. Et ça prend une immersion dans la vie de la personne. Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses croyances? Quelles sont ses expériences passées qui font qu'elle souhaite mourir? Peut-être qu'elle a vu, elle a compris des choses qu'elle ne dit pas dans sa demande à mourir. Je veux mourir, ça. Mais encore, développons ce dialogue-là. Et un dialogue, c'est aussi bilatéral. Donc, c'est pas juste d'écouter et de dire « OK, je comprends pourquoi elle veut mourir » et d'appliquer, mais aussi de dire, d'aborder cette discussion-là avec elle. Et c'est dans le fond d'explorer ce qui est possible dans l'offre de soins, tout en étant conscient des limites qui sont cliniques, qui sont de notre conscience et qui sont les principes éthiques sous-jacents à toute décision de fin de vie, en pensant à ce qui est raisonnable. Donc, si je reviens à ma position personnelle, oui, je suis ni pour ni contre, mais pas avant qu'on ait fait un certain dialogue social, éthique, que l'aide médicale à mourir, ça reste une exception. Pour toutes les raisons éthiques qui ont été mentionnées dans le cadre de ma présentation, pour éviter les dérapages, oui, parce que je pense que c'est peut-être vers là qu'on s'en va, c'est mon point de vue personnel, mais surtout pour garder une vie de société qui soit saine. Une personne qui demande à mourir devrait être accompagnée de manière humaine, continue, et sa personne inclut sa famille, ses proches. Avec gratitude, respect, pour l'ensemble de sa personne à l'intérieur des limites cliniques éthiques que nous sommes fixés en tant que société au fil du temps. Finalement, comme le dirait Voyer, laissons donc la mort venir à son heure. Et voilà. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense que vous avez atteint votre objectif de nous laisser réfléchir. Selon vous, ce n'est pas une question piège, avez-vous l'impression qu'au Québec, on a pris le temps de bien réfléchir ou non? Selon vous? Je pense qu'il y a eu des bonnes réflexions qui ont été faites en amont de la loi. Et je pense qu'il y a des voix qui n'ont peut-être pas été assez entendues au final. Parce que quand ils ont demandé à tout le monde de venir parler, ils ont demandé au Collège des médecins, à l'Ordre des infirmières, il y avait des choses qui se sont dites là, qui n'ont comme pas été reflétées, je trouve, dans la loi. Et je pense que c'est normal aussi que quand on est en souffrance, qu'on veuille que ça s'arrête. Puis je pense qu'au niveau social, on est rendu à un point, peut-être où c'est possible de ressortir. Je pense que peut-être là où notre société est rendue, c'est justement de dire oui, il y a deux options, il y a les soins palliatifs puis l'aide médicale à mourir. Mais la façon que ça a été apporté laisse un petit peu... moi, ça me glace un peu le sang parce que je me dis, ben c'est de dire l'option la plus facile, la plus... pour une personne qui est en souffrance, c'est de demander la mort et de l'obtenir. Alors que, bon, la vie, c'est pas toujours facile. Et que je trouve que c'est une décision qui n'implique pas que soi. Donc, je pense que ça demande encore réflexion, puis je trouve que le moment est venu, alors qu'on parle d'étendre, d'élargir justement les critères d'accès, à se poser la question en tant que société, de savoir où est-ce qu'on est rendu. Mais je pense qu'il y a eu des mûres réflexions qui devraient être lues, je pense, actuellement, parce que ça a été tout
mis sur papier, mais ça peut être peut-être pas médiatisé aussi d'une bonne façon. Tout à l'heure, on parle toujours de la réponse la plus facile à l'indiquer à la mourir, mais je dirais la plus rapide. Oui, la plus rapide. Pour nous éviter de réfléchir, justement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est d'aller vite, toujours régler vite, d'être efficace, d'être performant. Puis on s'en va dans on est dans une société qui valorise l'efficacité. Alors, puis ça nous évite de réfléchir à tous les côtés d'une médaille, que c'est pas juste blanc ou noir. Parce que dans les médias, ce qu'on nous présente toujours, c'est blanc ou noir, c'est bien ou c'est mal. Alors que la vie, dans sa réalité, il y a beaucoup de gris un peu partout. Il faut tenir compte de plusieurs aspects avant de prendre une décision aussi importante que de vivre ou de mourir, de la manière dont on veut vivre les derniers moments de notre vie. Oui, je pense que vous avez raison. La rapidité est... Rapide, c'est probablement le mot le mieux placé, plus que la facilité. La facilité est aussi la rapidité en même temps, mais oui. Mais c'est pas facile pour ceux qui restent. Non, et voilà. Oui. Mais même pour compléter ce que Madame vient de dire, il y a comme un peu un sentiment aussi d'urgence d'agir. Parce qu'on dirait qu'un coup que la demande est faite par le patient, il y a comme une souffrance qui s'installe de ne pas avoir la mort finalement. Fait que là, c'est même plus la souffrance de avant, pourquoi je l'ai demandé. Là, c'est pourquoi tu ne me le donnes pas, là. Pourquoi je ne l'ai pas tout de suite, pourquoi c'est pas maintenant. Ma décision est prise là, puis j'ai peut-être peur de changer d'idée. Là. Voilà. C'est vraiment urgent. Oui, il y a beaucoup de réflexions, je trouve, autour de tout ça. Puis moi, il y a comme deux termes qui m'ont popé en tête en t'écoutant parler. C'était l'autonomie informationnelle. Parce qu'on parle beaucoup d'autonomie, puis de prise de décision, mais quand on voit le flou d'informations, puis le manque d'informations, puis qui donne l'information par rapport à la prise de décision, puis comment les gens comprennent l'information qui leur est donnée, puis sur quoi finalement on base notre décision. Et tu as parlé beaucoup de l'expérience qu'on a, mais l'expérience, elle est très biaisée par rapport à l'information qu'on a eue. Donc, moi je fais de la recherche, puis l'information c'est comme importante, puis d'avoir l'information la plus objective, la plus contrastée possible, d'avoir plein de sources différentes d'informations. Puis là, sur quel genre d'information les gens basent cette décision quand même, qui est peut-être une des plus importantes qu'on va prendre dans notre vie. Donc, est-ce que c'est un médecin réticent? Est-ce que c'est un médecin trop enthousiaste? Est-ce que c'est un infirmier qui est angoissé puis qui veut aller faire une réponse rapide? Est-ce que c'est une famille qui a trop peur de voir la souffrance? Est-ce que c'est quelle information qu'on utilise vraiment? C'est comme pour les consentements. Il y a des histoires sans fin par rapport à sur quelle information on va baser le consentement qu'on va donner à participer à un projet de recherche ou à accepter ou refuser un traitement. Souvent, des gens acceptent des traitements sans être pleinement conscients des effets secondaires absolument horribles, potentiellement, qu'il peut y avoir avec le traitement. Donc, la notion de l'information sur laquelle on se base, affective, n'importe laquelle information. Donc ça, pour moi, c'est une question qui est grosse, puis qu'on n'a pas encore abordée aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être abordé, ou comment est-ce qu'on l'aborde, cette question-là de l'information. Puis l'autre question qui est le pendant de l'autonomie, c'est le sentiment d'impuissance. On parle beaucoup d'autonomie, mais tout ce sentiment d'urgence aussi, pour moi, ça vient avec un gros sentiment d'impuissance. On veut lutter contre cette impuissance-là, puis la dignité, ça vient aussi, le sentiment de perte de dignité. On parlait de fonction corporelle tantôt, quand on a le sentiment, bon, pas à l'âge de ta fille là, pas encore, là, mais quand on perd, c'est ça vient avec un sentiment d'impuissance aussi beaucoup. Impuissance, je perds des morceaux de moi, je perds des morceaux dans ma tête, je suis impuissant, de plus en plus impuissant, puis la mort, quelque part, c'est une façon de regagner de la puissance, et de regagner le contrôle, et c'est un sentiment aussi de droit acquis d'être en contrôle, pas seulement autonome, mais en contrôle. Et puis tout ce jeu de l'impuissance et du contrôle probablement joue énormément avec le fait de se sentir pressé de régler les choses, parce que, et si jamais je mourrais tout seul, avant finalement que moi j'ai pu exercer mon contrôle, peut-être qu'un peu d'urgence peut venir de là aussi, puis, enfin je sais pas, c'est des choses qui peut-être se jouent aussi à ce niveau-là, je sais pas. Non, moi je pense que c'est une bonne réflexion en fait, pour moi aussi.
l'aspect informationnel, moi aussi, mais j'ai eu quelques échos de situations dans le milieu où il y a eu une demande à mourir. Et la situation informatique, est-ce que les gens savaient où est-ce qu'ils auraient pu, quels soins ils auraient pu obtenir des soins de qualité? Des fois, oui, c'est beau, je les ai essayés, les soins palliatifs. Ça n'a pas marché. Oui, mais est-ce que vous avez des soins palliatifs de qualité? Là, vous étiez? Est-ce qu'on vous a accompagné correctement? Donc, le niveau informationnel, c'est aussi l'idéal. Ça existe des soins palliatifs de qualité, mais les gens, l'image qui leur reste souvent, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas parce que c'est ce qui a été montré en grande pompe dans les médias. Et si on leur disait, oui, mais il est possible d'obtenir un soulagement, il est possible d'être accompagné, j'ai l'impression que cette information-là est manquante souvent. Mais ne serait-ce que de faire la différence entre un arrêt de traitement, oui. Tous les termes qu'on avait tantôt, là, oui. les corps professionnels souvent ne savent même pas faire la différence. Alors, les patients, les familles, débrancher l'oxygène de quelqu'un qui fonctionne juste avec de l'oxygène et puis qui est sur la morphine depuis tellement longtemps qu'elle n'est plus consciente, est-ce que c'est une euthanasie, est-ce que c'est un arrêt de traitement, où est-ce qu'on en est? C'est beau quand c'est écrit, mais continuer des traitements pour obtenir quoi? Un traitement curatif versus un traitement palliatif. La plupart des gens, ces concepts sont trop complexes, l'information est trop complexe et on est dans une situation émotionnelle où on n'est plus capable de la comprendre, cette information-là, des fois, puis les gens n'ont pas le temps ou pas l'envie ou pas l'énergie de la donner comme il faut. Même ça, là, sans aller au niveau de la qualité des soins, juste qu'est-ce que c'est un soin? Je suis pas sûre qu'on se rende là systématiquement. Non, je pense pas non plus. Mais il faudrait. Oui. Oui. C'est pas un petit pamphlet qui va faire la job non plus. C'est très récent, donc on sait qu'on se base sur des impressions et tout ça. Savez-vous s'il y a des gens qui font des recherches présentement sur les vrais cas, puis j'ai compris que dans les dossiers, les rapports, il n'y avait pas beaucoup d'informations, c'est le cas? Préciser un petit peu. Nous, on commence. On commence tranquillement avec une postdoc à regarder les demandes, mais c'est très difficile d'avoir accès aux patients. Aux patients qui font les demandes. On ne veut pas, pour des raisons éthiques, on ne veut pas non plus surcharger avec la recherche. Puis en même temps, il y a comme cette idée-là aussi de la fermeture, de devoir se justifier. Donc, c'est pas ce but, hein, c'est de comprendre, mais c'est pas facile. Il n'y a pas énormément de cas auxquels on peut avoir accès, mais on commence. Est-ce qu'il y a, un peu dans le même ordre d'idée, une étude ou une recherche qui a été faite pour démontrer la différence de l'état psychologique de la personne quand elle décède avec un soin palliatif versus quand elle décède avec l'aide médicale à mourir? Moi, j'ai pas. Non. On a quelques études, rien que j'ai vu de récent, parce que j'ai pas fouillé, peut-être qu'il y en a, mais sur qu'est-ce qui fait qu'une personne demande. L'euthanasie, on n'a rien de spécifique au Québec. Donc, il y a beaucoup de sentiments de la peur d'être un fardeau, la peur. En fait, c'est énormément des peurs, plus que des situations réelles de souffrance, mais beaucoup des peurs associées à la douleur, à la souffrance, et au fait d'être un fardeau. C'est surtout ça qui est mis de l'avant dans les études, mais c'est, comme je vous dis, c'est pas à jour, c'est pas spécifique au Québec non plus, ce que je vous dis. Mais je sais pas si, parce que tantôt, il y en a qui ont dit qu'ils travaillaient dans des maisons de fin de vie, ou je sais pas si des expériences ont été connues. On dirait qu'avec les informations que j'ai reçues ce matin, je me questionne à savoir si les personnes qui demandent l'aide médicale à mourir ne meurent pas de façon plus agitée ou plus stressée, finalement, que les autres personnes qui ont été rassurées autant par les soins physiques que par les soins psychologiques. Mais ils sont rassurés par l'aide médicale à mourir, c'est ça qui arrive, je pense en tout cas. Oui, au moment de la demander, puis que oui, c'est accepté, mais au moment de la. Tu sais, quand vous dites qu'il y a un délai de 10 jours, là, moi, j'imagine que bon, ça peut être rassurant de oui, c'est accepté, mais là, il me semble jour 9, jour 10. Ce que j'ai lu, c'est des récits de pratique. Il y en a quand même pas mal
de médecins qui disent « Moi, je pratique l'aide médicale à mourir et voici mon constat de patients. Les patients meurent plus sereinement parce qu'ils sont en paix, parce qu'ils ne voulaient pas, justement par peur, être un fardeau ou par peur, ne voulaient pas arriver à porter des cures d'incontinence, ne voulaient pas avoir des râles au niveau pulmonaire, ne voulaient pas arriver à cette image-là, donc se sentent sereins parce qu'ils meurent en évitant une souffrance potentielle. Donc, c'est beaucoup ça, mais c'est des récits de pratique, c'est pas des études. Okay. Donc, ben, juste une petite nuance que je veux apporter, par exemple, que je trouve qui est quand même important parce que j'écoutais le discours qu'elle vient de dire. Il faut faire la différence entre la maison de soins palliatifs puis les soins palliatifs donnés en milieu hospitalier ou à domicile. Moi, c'est vraiment à domicile que je parlais parce que toutes les maisons de soins palliatifs au Québec ont refusé l'aide à mourir. Ah, merci. Il y en a une maintenant qui en fait une, mais sinon, les autres ont refusé d'emblée l'aide à mourir. Donc, on ne peut pas le faire au sein de ces maisons-là, sauf à Sherbrooke. Moi, je suis curieux, plus comme citoyen. Quand on fait notre testament, on fait des mandats d'inaptitude aussi. J'ai fait ça, puis je le fais aux 4 ans à peu près. Est-ce qu'on s'en va aussi vers des documents éventuellement qu'on pourra dire puis spécifier qu'on veut l'aide à mourir? Oui, mais les directives Puis je serais curieux d'entendre les gens sur le terrain. Est-ce que vous arrivez avec des trucs de dire, ben moi, on va aller voir le testament, puis c'est ça qu'elle veut, puis c'est ça. Je serais curieux de vous dans entendre. le testament, non, pour l'instant, parce que de toute façon, c'est ce que je disais tantôt, c'est discuter actuellement d'élargir cette pratique-là aux directives médicales anticipées. Donc, pour l'instant, c'est pas possible, parce que c'est vraiment la demande, il faut que la personne consciente, en mesure de consentir tout ça. Mais éventuellement, il y aura, c'est la question des directives médicales anticipées, où est-ce que ce sera possible de... Ben, c'est discuté, on ne le sait pas. C'est discuté. mais dans certains pays, aux Pays-Bas, en Belgique, c'est possible de coucher ça sur une demande anticipée. Parfois, aux Pays-Bas, ça se négocie de dire, de mettre fin au jour de la personne quand elle a 75 ans ou plus, selon une vie achevée. Donc, elle a eu une vie pleine et achevée, donc on pourrait décider que c'est assez. Décider que c'est assez, donc vous jugerez si c'est de l'agisme. Mais et il y a eu des cas qui ont été rapportés de gens qui approchent 75 ans, qui déménagent parce qu'ils ne veulent pas que leurs proches... Mais d'ailleurs, ça fait partie des dérapes, mais dans les pays où c'est légal, l'euthanasie, ce qu'on remarque, c'est parce qu'il faut le déclarer. Hein. Aussitôt qu'on fait une euthanasie, il faut le déclarer légalement. Puis ce qu'on voit, c'est que chez les gens du 4e âge, il y a une proportion largement supérieure d'euthanasie illégale, non déclarée, chez les gens du 4e âge. Comme si c'était pas vraiment de l'euthanasie rendue là, on l'a pas, ça ne nécessite pas d'être déclaré. C'est le genre de dérape, je pense, qui était vraiment crainte au départ par le milieu de soins palliatifs. Mais on voit, là je me permets, mais on voit l'importance de développer des relations de confiance avec son médecin, son infirmière, ses intervenants. Parce que c'est des affaires pendant 30, 40 ans, si tu vois toujours les mêmes problèmes. C'est là que ça se décide bien plus qu'avec des lois. C'est d'exception, j'aimais beaucoup votre terme exception. Mais c'est vrai que c'est de l'exception, quelque part. Et quand ça a été fait, la loi aussi, c'était supposé d'être une exception. Là, maintenant, on verra selon le nombre de demandes et le nombre d'accès. Pour moi, ça considère. Mais c'est comme si, là, je me permets encore, on est passé de l'interdit, hein, complètement du suicide et tout, puis là, on s'en va d'un autre pôle. Puis on est dans le cycle des télécommunications, on voit tout, on comprend rien. Il y a plein de désinformations. Tu sais plus trop où tu t'en vas. Puis tu sais, tu es dans cette embarras-là. Et j'ai l'impression aussi qu'on a peur des mots en tant que société. Puis dire que l'aide médicale à mourir, ça a été apporté comme un soin. Hein. Puis un soin, c'est bien. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'il y a cette mésinformation-là de dire que l'aide médicale à mourir, la personne meurt. Donc, le geste, c'est de tuer quelqu'un. Et on a peur de dire ça en tant que société. Il ne faut pas dire ça. Non, c'est un soin. Mais... C'est même pas de l'euthanasie. Non, c'est ça, c'est un soin. On a de la misère.
Mais je pense que c'était par C'est rapport à facile, l'entrée en vigueur de la Oui. loi a été faite avant qu'il y ait changement dans le code criminel, donc il y avait certains... Mais tu sais, on apporte ça comme un soin et on le valorise comme ça dans les médias. Ayez cette conversation-là avec les gens proches de vous. Moi, c'est on est en faveur, c'est un soin, c'est bien. Mais est-ce qu'on a pris un moment pour dire, ben, en tant que société, on avait dit que c'était interdit de tuer. Maintenant, on dit que c'est possible, sous certaines conditions, mais c'est possible. Donc. Ben, je vous écoute depuis ce matin, la personne avant vous, puis je me rapporte à comme les premières années, là, quasiment en 2007, quand on commençait à entendre parler de tout ça. Puis la réflexion que je me fais, c'est Caroline, on n'a pas avancé beaucoup. Il me semble qu'en 2007, on avait déjà ces préoccupations-là. On parlait de l'importance des soins palliatifs, de comment c'était difficile de pouvoir en avoir, de faire les liens avec tout ça, toutes les questions éthiques en lien avec l'aide médicale à mourir, c'était là. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression d'entendre comme les mêmes préoccupations, les mêmes choses, les mêmes affaires. J'ai l'impression qu'on ne bouge pas. Ma question est, comment vous faites pour continuer d'être motivé et d'avancer dans cette direction-là? Parce que moi, de l'extérieur, là, je trouve ça frustrant d'entendre tout ça. Puis je me demande, c'est quoi vos motivations qui vous permettent de continuer d'avancer dans cette direction-là, malgré la stagnation de tout ça depuis presque 10 ans? Ben, personnellement, je me dis, ben, il faut qu'on en parle. J'ai l'impression que le discours n'a pas été porté assez haut, assez fort. Je me dis, ben, j'ai une couple de trentaine, quarantaine d'années peut-être devant moi pour dire, ben, je vais travailler là-dessus. Et bon, c'est sûr que d'un niveau personnel, je crois fortement aux soins palliatifs. Puis je pense que justement, il faut que notre voix soit portée. Puis je pense juste de dire, c'est ma job, je vais le porter. Mais c'est sûr que c'est dérangeant. Puis quand je vois des choses dans les journaux, je ne dirais pas que je grince pas des dents. Là. Ça me dérange beaucoup, mais bon. Peut-être pour faire suite un peu à votre dernier commentaire, mais aussi à ce que vous avez mentionné par rapport à tu ne tueras point. C'est peut-être une des raisons pourquoi ça prend du temps, que les discussions vont encore durer très longtemps, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enjeux là-dedans qui reviennent à des enjeux philosophiques très profonds. Oui. Tu ne tueras point versus, ben là, ça dépend, c'est essentiellement revenir au conséquentialisme contre le déontologisme. Est-ce que c'est mal parce qu'on fait l'acte ou ça dépend des circonstances, ça dépend de l'intention? Puis ça, on peut pas, il n'y a pas une étude scientifique qui va déterminer, ben finalement, c'est eux qui ont raison. Fait que ça va rester probablement tout le temps. Ça reste moral, tout ça. Oui, Comme question fondamentalement. Là. Oui, puis j'avais un prof qui disait, il dit, quand il y a bien des théories sur une chose, parce qu'il n'y a pas une réponse. 1 plus 1, c'est 2, c'est fini. Mais s'il n'y a pas une bonne réponse, il faut réfléchir, puis vous nous avez invité. Il y a une meilleure réponse. C'est ça. Il y avait encore une question. Je trouve que ce serait intéressant de regarder l'impact, la relation patient-médecin que je prends comme un rendez-vous pour, OK, c'est cette date-là, je vais mourir. Est-ce que je vais oser dire après tout ce que ça a fait bouger autour de moi, tout ce que... Est-ce que je vais oser dire, ben ça me tente peut-être plus? Je trouve que ce serait quelque chose à regarder. Puis j'ai entendu Brian parler de l'Oregon, je pense, où les gens partent avec une prescription et où les prescriptions sont moins complétées parce que les gens... je trouve ça triste qu'ici, on ait choisi cette Oui, façon-là. puis aux Pays-Bas, où ils ont les deux, on voit beaucoup d'euthanasie et très peu de suicidacité, justement pour la même raison que, ben, en même temps, est-ce que c'est... Tu sais, je me place en position où je vivrais une souffrance à n'en plus finir, où ma demande, c'est « je veux mourir ». Est-ce que je choisirais d'être accompagnée avec un médecin ou est-ce que je le ferais tout seul? Je pense que je ne serais pas capable de poser le geste tout seul et c'est souvent ce qu'on voit justement dans les pays où ils ont les deux cas. Mais là, à mon sens, il y a un paradoxe de je remets la maîtrise à quelqu'un d'autre alors qu'on est dans la recherche de la maîtrise. Ouais. Je force quelqu'un là, donc c'est coercitif. Je vais juste amener une dernière petite précision parce que ça avait été mentionné aussi dans la présentation précédente, mais qui était axée sur le Québec. Mais le
médicale à mourir englobe l'euthanasie volontaire et le suicide assisté. Fait que là, on va voir si au Québec, ils vont vouloir un peu s'allier au reste du Canada. C'est difficile de reculer une fois que c'est ouvert. Ben, c'est ça. En même temps, il y a une question un peu d'iniquité de soins là-dedans. Le soin n'est pas le même